Les loups-garous, simple folklore ou dérive psychotique. Les sorcières, torturées pendant l'Inquisition et au procès de Salem, elles jouent encore aujourd'hui un rôle essentiel dans certaines cultures. Quand on remonte la piste du sang du comte Dracula, la réalité finit par dépasser la fiction. La légende du loup-garou est née à une époque où on avait une perception bien particulière du loup. Au XIIe siècle, le loup avait la réputation d'être un animal terrible, dont la morsure était venimeuse parce qu'il se nourrissait volontiers de crapauds. On disait même que le loup avait fait un pacte avec le diable. La rage aidant, une légende a pris naissance, celle du loup-garou, un être à moitié humain, à moitié loup. Les hurlements des loups solitaires ont longtemps glacé d'effroi les voyageurs de la nuit et alimenté les terreurs de l'imaginaire. La peur de ces animaux sauvages a donné naissance à plusieurs légendes, dont celle du loup-garou. Le loup-garou du folklore est une personne qui a littéralement été transformée en loup, un vrai loup. Mais lorsqu'Hollywood s'est emparé de cette légende, le folklore a pris tout un coup. Le loup-garou de Hollywood ressemblait plutôt à un acteur qui a grandement besoin d'une coupe de cheveux. Et nous avons appris que chacun de nous, même le meilleur des chefs de famille, pouvait se transformer en loup-garou. Duncan, darling, this is Helen. These men have promised not to harm you. Et comme si ce n'était pas déjà assez effrayant, tous les résidents de la ville se sont lancés à la poursuite du pauvre hare pour aboutir dans un marais lugubre, et ils s'étonnaient d'y être agressés. Il va de soi que tout le monde y va alors de son hypothèse sur la cause de tout cela. Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. La légende originelle a vu le jour bien avant que l'on commence à inhumer les morts dans des cercueils à 2 mètres sous terre. Bien entendu, quiconque apercevait ces animaux à la lueur blafarde de la lune pouvait facilement les prendre pour des monstres. Et leurs récits ont donné naissance au mythe du loup-garou. Dans la mythologie et les légendes, le loup-garou est associé à la nuit, à un comportement sauvage et antisocial. Le loup-garou est souvent perçu comme une personne qui est devenue le diable ou le pantin des démons. Une autre hypothèse assez répandue voulait que le diable ait possédé un vrai loup et l'ait rendu fou furieux. En outre, de nombreux éléments démontrent que depuis des temps immémoriaux, les gens ont cru qu'ils pouvaient se transformer en loup. Dans le folklore, il n'est pas question d'être à moitié loup et à moitié humain. Les loups-garous ressemblent simplement aux autres loups. Ils ne sont pas différents. La seule différence est qu'ils sont animés par l'esprit d'une sorte de sorcière ou de sorcier. Pour les psychiatres, cela s'apparente à une maladie mentale appelée lycanthropie. Le mot lycanthropie est relié à la mythologie grecque. Lorsque Zeus, en colère contre le roi de la Lycaonie, l'a transformé en loup enragé. De Lycaon, on obtient la lycanthropie. Et on parle de lycanthropie lorsque quelqu'un ressemble à un loup ou croit être un loup. Il y a une vingtaine d'années,
Alors que je travaillais à la clinique interne de psychiatrie, j'ai découvert un cas de schizophrénie qui s'est avéré être un cas de lycanthropie. La première fois que j'ai vu cette personne, elle semblait effrayée, désemparée. Elle était assise et s'agrippait à toutes sortes de meubles, alors qu'elle tentait d'expliquer ce qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Ma première impression a été qu'il s'agissait d'une terrible psychose. Or, cette dame vivait une illusion des plus étranges. Elle se voyait dans la peau d'un loup. Selon le docteur Rosenstock, la femme était trop confuse pour décrire son comportement. Mais ses proches lui ont raconté ce qui s'était passé lors d'une récente réunion familiale. Elle était complètement dominée par une impulsion qui la poussait à se comporter comme un loup. We're thankful for the bounteous gifts of the earth, and that we're here as a family to share it. Elle s'est mise à gronder et à grogner. Elle était dominée par des forces qui échappaient complètement à son contrôle. On l'a ramenée chez elle et elle a semblé se calmer pendant un moment. Ce n'est que plus tard qu'elle a commencé à se comporter tout le temps comme un animal. Elle avait des pulsions irrésistibles et de terribles obsessions. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, au lieu d'y apercevoir son visage, elle voyait une face de loup. Le psychiatre a vu sa patiente tous les jours pendant son hospitalisation. Elle racontait comment elle s'était mise à régresser dans un corps de louve, ou qu'elle se prenait pour une louve. Elle voyait deux yeux différents. L'un était normal, mais l'autre semblait très malveillant. Le docteur Rosenstock a confié la garde de sa patiente à un centre thérapeutique et lui a prescrit des médicaments antipsychotiques. Au cours du traitement, lorsqu'elle s'est sentie beaucoup mieux, nous avons discuté du loup. Je pense qu'à ses yeux, le loup était l'incarnation même du mal et qu'elle se percevait comme une pécheresse. L'ironie de tout cela, c'est que nous n'avons pas à craindre les loups. À moins d'être affamés ou blessés, d'habitude, ils ne s'attaquent pas aux humains. En fait, lorsqu'un membre de la bande se conduit mal et semble sur le point d'enfreindre les règles de la bande, ils le détruisent. Les gens ont une peur innée du loup. Nous ne réalisons probablement pas comment nous inculquons à nos enfants la peur du loup. Dans Les Trois Petits Cochons et Qui a peur du gros méchant loup, nous disons à nos enfants, voici un être très maléfique qui met votre vie en péril. Nous répétons à l'enfant de ne pas crier au loup. Sinon, un jour, il appellera à l'aide et personne n'ira le sauver. On leur dit même de ne pas gober leur nourriture comme un loup, sans quoi ils risquent de prendre la forme de cet animal. À part le loup, il n'y a pas si longtemps, on disait aussi aux enfants que, s'ils n'étaient pas sages, la sorcière les emmènerait pour les manger ou les donner à manger à ses chiens. Là aussi, il faut transcender la peur et faire la part de la légende et de la réalité. Une réalité que l'on ignore trop souvent. Attention aux sorcières, nous dit-on. Elles sont rusées, fourbes, trompeuses.
On les décrit généralement comme des vieilles décrépies au nez décoré d'une grosse verrue. Rien d'étonnant à ce qu'elles ne sortent pas en plein jour. Elles ne sortent donc qu'à minuit, l'heure du crime. Elles enfourchent alors leur balai et s'élancent dans le ciel. Certains auront peine à le croire, mais cela doit être encore plus inconfortable que de voler en 3e classe. Mais elles tolèrent cet inconfort dans un but. Le balai leur permet d'effacer la trace de leur passage dans le ciel. Elles ne sont pas aussi discrètes en ce qui concerne leur tenue vestimentaire. Elles sont coiffées d'un grand chapeau pointu, un signe immanquable de leur puissance maléfique. À l'époque médiévale, ce genre de chapeau était très mal vu du clergé, pour qui la pointe du chapeau évoquait les cornes du diable. Il y a encore des sorcières de nos jours, mais elles ont bien changé. La sorcellerie est bien vivante, et cela non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Et par sorcellerie, je fais allusion à la religion de la nature qu'elle était à l'origine. Le mot sorcière est lourd de sens. Lorsqu'on entend le mot sorcière, cela évoque notamment la puissance, une sorte de puissance maléfique. Nous ne vénérons pas Satan, nous ne croyons pas à Satan. La sorcellerie est devenue synonyme de satanisme à la suite d'une campagne de dénigrement au Moyen Âge. C'est une époque où la raison a été mise de côté. Lorsqu'une personne n'était pas populaire dans la collectivité, ou lorsqu'on voulait s'emparer de ses terres, on n'avait qu'à l'accuser de sorcellerie et les ennuis commençaient pour cette personne. La personne accusée devait subir une série d'interrogatoires très poussés. La torture était courante pendant ces interrogatoires. On torturait les accusés jusqu'à ce qu'ils cèdent ou meurent. Et lorsqu'ils cédaient, on les forçait à signer des aveux stipulant qu'ils avaient pratiqué la magie noire et vénéré le diable. Des gens ont perdu leur terre, ont croupi en prison pendant des années, ont été pendus et lapidés à mort. D'autres ont été brûlés vifs. Certains affirmaient qu'en réalité, les hommes et les femmes qui brûlaient les sorcières sauvaient les âmes de ces pécheurs reconnus coupables. Ces gens qui se disaient chrétiens ont fait des choses bien peu chrétiennes. Au lieu d'aimer leur prochain comme eux-mêmes, ils ont exterminé leur prochain, et cela en prétendant éradiquer le mal. Des centaines de milliers de personnes, des millions même au dire de certains, ont été victimes pendant ce carnage. Les procès de Salem, dans le Massachusetts, ont marqué l'histoire des États-Unis. Tout a commencé dans une maison où le cuisinier a enseigné quelques tours de magie à un groupe de jeunes filles pour s'amuser. La suite est un mystère qui s'est terminé en tragédie. En janvier 1692, une petite fille appelée Betty Paris est tombée malade. Son père était le pasteur du village de Salem. Peu après, sa cousine, Abigail Williams, qui vivait dans la même maison, est tombée malade à son tour. Le révérend Paris a fait venir le médecin qui a examiné les jeunes filles. Ne trouvant aucune explication médicale à leur maladie, il a déclaré qu'elles avaient été ensorcelées. Il fallait donc trouver qui les avait ensorcelées pour les punir, et tout allait rentrer dans l'ordre. Au début, les jeunes filles ont refusé de donner les noms des personnes qui les avaient prétendument ensorcelées. Mais avec le temps, et sans doute parce qu'elles craignaient que l'on ne découvre qu'elles avaient elles-mêmes tâté de la magie, les jeunes filles effrayées ont commencé à dévoiler des noms. Les procès de Salem commençaient. Ça a été une époque terriblement effrayante, car si l'on prenait la défense de quelqu'un, ou si l'on témoignait en faveur d'une personne accusée, on risquait fort d'être accusé à son tour. C'est une époque où il fallait faire preuve d'un courage extrême également, car bien des accusés ont refusé d'avouer un délit qu'ils n'avaient pas commis, et ils ont affronté la mort avec beaucoup de dignité. 141 personnes ont été arrêtées.
et 20 ont été mis à mort au sommet de ce que l'on appelle maintenant le mont des Gibets. Salem est aujourd'hui la Mecque des sorcières, et l'une d'elles est particulièrement active, Laurie Cabot. Il y a maintenant 4000 sorcières à Salem et nous faisons des cérémonies rituelles sur le mont des Gibets. Si quelqu'un nous surprenait en plein rituel dans la forêt, il aurait sans doute peur car peu de personnes ont été témoins d'un rituel de sorcellerie ou comprennent qu'il s'agit d'une religion de la nature. Une composante très importante de la plupart des rituels de sorcellerie est la délimitation de l'espace sacré. Cela prend généralement la forme d'un cercle. Le chapeau pointu de la sorcière représente le cercle sacré où l'on accomplit les rituels. Les sorcières se servent de certains instruments de base. Le pentacle, l'encens, souvent dans un chaudron. Au Moyen Âge et avant, dans toute l'Europe, les sorcières se servaient du chaudron pour pratiquer leur médecine populaire. Les vieilles sages qui soignaient les gens de leur village avaient aussi des balais. Et certains disent qu'à l'époque des bûchers de l'Inquisition, le balai dissimulait le bâton de sorcière avec lequel elle traçait les cercles magiques. Je jette des sorts comme d'autres font des prières. Pour guérir quelqu'un, pour qu'une personne ait une vie prospère et heureuse. On dit que dans notre société, de plus en plus, la science est importante. Il y a un désir de rationalisme à l'extrême. Ça devient en quelque sorte une nouvelle religion, la science. Et que les gens ont besoin d'une expérience, de vivre une expérience, de vivre un secteur où il y a plus d'émotions et de pratiques. Parce que c'est beaucoup pragmatique, la sorcellerie. C'est-à-dire, on a tous des procédés, des techniques, des incantations. La parole est très importante, les rituels sont importants. Alors, je pense qu'il y a un besoin, une recherche de ce savoir-là et de cette émotion-là, de cette expérience-là qui arrive. C'est pour ça qu'on a des resurgences. Le concept de sorcellerie a été utilisé pour rejeter de nombreuses traditions, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Cette femme, au Brésil, est membre d'une religion connue sous le nom de la Société de l'Alero. Pendant des générations, les femmes de l'Alero ont fait revivre en secret les traditions de leurs ancêtres africaines. Quand les Européens sont arrivés en Afrique et dans les Amériques, les femmes qui pratiquaient ces rituels ont été déclarées païennes et on les a persécutées. Encore aujourd'hui, on les traite de sorcières guérisseuses et de charlatans. Pourtant, ces femmes sont les guérisseuses traditionnelles du Pérou. Et depuis des siècles, elles se rencontrent dans les marchés comme celui-ci. Plusieurs des médicaments qui remplissent nos pharmacies étaient à l'origine employés par des guérisseuses. Il y a 400 ans, des femmes comme celle-ci ont été brûlées vives pour le crime de sorcellerie. Margarita Despuedes est une curandera, une sorcière guérisseuse mexicaine. Malgré des années de persécution, les femmes comme Margarita ont continué à remplir leur rôle.
La médecine moderne a pendant un temps rejeté de telles pratiques. Mais les médecins recommencent, prudemment, à s'intéresser au pouvoir de guérison de l'esprit humain. Il y avait Lévi-Strauss qui disait, même si c'est bien décrié maintenant, qu'il y avait une efficacité symbolique. C'est-à-dire que dans une cure chamanique, par exemple, un chaman aussi, si on peut considérer comme quelqu'un qui manipule des forces de la nature, etc., faisait en sorte que cette induction-là, que le chaman faisait par des symboles, c'est-à-dire, je sais pas moi, par un sacrifice, par des plantes, par un chant, par une danse, induisait chez la personne qui était, par exemple, qui était en train de faire un accouchement difficile, une disposition, une meilleure disposition, c'est-à-dire biologiquement, il y avait comme des choses qui étaient libérées dans son organisme qui faisaient qu'elle se sentait mieux, plus libérée, plus en confiance, plus protégée. Ça donnait une sorte de protection psychologique à la personne et que là, ça pouvait faciliter son travail. Donc, il y avait une sorte d'efficacité symbolique. Yo soy de la obra espiritual nombrada por el Eterno Padre para ayudar a todos mis seres hermanos, toda la humanidad, encarnados y desencarnados. Soy piedra fundamental, guía de guías, consejera. El que necesita el consejo, yo le digo cómo debe de caminar, cómo debe de vivir, cómo debe de protegerse con la palabra de Dios nuestro Señor, el niño Jesús. Comme Margarita, plusieurs des guérisseuses européennes qui ont péri sur le bûcher se réclamaient de la foi chrétienne pour réaliser leur traitement. Mais leur art plongeait ses racines beaucoup plus loin, dans les traditions de leurs ancêtres. Il en va de même aux Antilles, où la sorcellerie guérisseuse est l'apanage presque exclusif des hommes. Transe et envoûtement sont de règle dans le vaudou. Les sorciers sont des gens qui appellent des forces bénéfiques et des forces malfaisantes. Des forces qui vous aident dans des actions que vous ne pouvez pas réaliser tout seul. Le rôle du sorcier, c'est de dompter les esprits. C'est à peu près comme un maître et son chien. Le maître dit au chien de manger telle personne et le chien la mange. Il lui dit de protéger la maison, il la protège. De la même manière, les esprits obéissent aux sorciers. Voyants, quimboiseurs, sorciers, parapsychologues, prêtres, moines, c'est la même chose. Puisque nous tous, nous invoquons des forces pour aider les gens en difficulté. Les autres ont peur de s'appeler sorcier. Moi, je suis un sorcier. Je suis là pour aider les gens parce qu'il y a des problèmes qu'on ne peut résoudre sans passer par la magie noire. Si vous consultez et que vous voyez que dans 2 mois, quelqu'un va avoir un problème grave, et qu'en passant par la magie blanche, vous allez perdre trop de temps, vous êtes obligé de faire un rite avec le diable. Toutes les classes sociales viennent consulter, sans exception. Je précise encore, sans exception. Il y a des chômeurs, des médecins, des avocats, des commerçants, des étudiants, des hommes politiques, tout le monde. La plus grande demande concerne les problèmes sentimentaux. Parce que nous vivons dans un siècle où il y a d'abord le mal d'amour. Donc les gens viennent aussi d'abord pour se rassurer sur leur avenir sentimental, sur l'équilibre de leur couple. L'envoûtement que je suis en train de préparer est un envoûtement d'amour. C'est pour faire revenir quelqu'un, une femme qui a pris la responsabilité de se marier et qui maintenant trouve que la vie est trop belle. Elle est attirée par les hommes qui passent. Ce n'est pas maintenant qu'elle doit penser à ça. Maintenant, il est trop tard. Et je suis obligé de faire un travail pour tenter de la faire revenir avec son mari. Un envoûtement a plusieurs symptômes, ça dépend des... Un envoûtement a plusieurs symptômes. Tout dépend du rituel que l'on a accompli sur vous. Est-ce un rite de magie blanche, un rite avec poupée, un rite avec bougie, etc. Bougie, etc. Chaque rite-là, il y a un symptôme différent. Moi dis pomme là, moi ni bougeon parlant ma,
Femme la café pour la réponse, ni pour grand belle au soir, ni riche ni pour ça soigner. Allez, non. Les symptômes de l'envoûtement sont très nombreux. Il y a d'abord déjà une sensation désagréable d'être dans son corps. Il y a ceux qui font beaucoup de cauchemars aussi. Bon, il y a des successions d'échecs qui peuvent se répéter. Il y a des gens qui se réveillent parfois en sursaut. Il y a des sensations de pesanteur à la nuque, par exemple, ou encore des sensations désagréables au niveau de certains points du corps, près du nombril, au niveau des organes sexuels, à la gorge, au cœur, et aussi dans la tête. Officiellement, personne ne consulte les sorciers. Mais dès 4 heures du matin, ils sont tous déjà devant ma porte pour obtenir toutes sortes de choses. Ça m'arrive d'avoir des échecs, car les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Souvent, cela vient de quelque chose qu'on avait oublié. Je me souviens d'une cliente qui avait un problème avec une sorte de monstre. La chose la piquait tous les soirs, l'empêchait de dormir. Elle entendait des bruits dans la maison. Elle prenait de mauvaises odeurs. Ses enfants pleuraient, son mari était tourmenté. Elle avait déjà vu tous les sorciers des Antilles sans succès. Alors, j'ai fait le travail pour elle, comme il faut. Mais ça n'a pas réussi. C'est un échec. Un échec parce que la chose avait déjà pénétré dans son sang. Quand le mal a déjà atteint votre sang, il est déjà en communication avec votre âme. Et là, on ne peut plus rien faire. Vous traînez comme ça jusqu'à la mort. Le vampire est un autre personnage du monde des ténèbres, un mort vivant qui se nourrit de sang, le symbole même de la vie. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un mythe, d'une légende. Mais est-ce vraiment juste une légende ? L'image classique du vampire a été grandement influencée par le Dracula de l'auteur Bram Stoker. Un conte de Transylvanie qui ne sort jamais sans sa cape noire. Un sourire glacial, aux canines longues comme des crocs, pour sucer le sang. Un monstre qui craint le soleil et la croix, et ne peut être détruit que par un pieu enfoncé en plein cœur. Y a-t-il le moindre fondement à ce récit? L'historien Ray McNally a mené une enquête digne d'un fin limier. J'ai d'abord remarqué que le lieu est bien réel. La Transylvanie existe. C'est une région de la Roumanie. Bien des gens croient encore que la Transylvanie est un lieu fictif. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Je me suis dit intuitivement, si l'auteur s'est donné tout ce mal pour respecter ces lieux, je parie que le personnage de son roman se fonde sur une personne qui a existé. J'ai demandé à des érudits hongrois, est-ce qu'un personnage semblable à Dracula a existé? Ce nom vous dit-il quelque chose? Est-ce qu'il est possible qu'il ait existé? On m'a dit, vous êtes fou. Vous ne trouverez rien. C'est du folklore. Une histoire de vampire concoctée par l'imagination débridée de Bram Stoker. Oubliez ça. McNally n'allait pas abandonner aussi facilement. J'ai entrepris de trouver le vrai Dracula, et il s'est avéré que c'est un personnage extrêmement intéressant et très sadique. Raymond McNally a trouvé son premier indice devant une maison du XVe siècle, dans la ville roumaine de Sighișoara.
Il y a une plaque sur la façade qui dit « Vlad Dracul a vécu ici de 1431 à 1436 ». Le nom du père était Vlad Dracul, qui signifie « de l'ordre du dragon ». Le fils s'appelait Vlad Dracula. Le suffixe « a » en roumain signifie « fils de », donc « fils de Dracul ». C'était donc le lien entre le Dracula de la littérature. Au XVe siècle, ce Dracula était un personnage très connu pour ses comportements horribles. Armé d'une simple caméra Super 8 mm, Raymond McNally a remonté la piste des villages saccagés et des monastères profanés par Vlad Dracula. Cette piste sanglante l'a finalement mené au pied d'une tour médiévale en ruine. La tour de Kindia est située dans la ville de Târgoviște, la capitale médiévale de la Roumanie. C'est au pied de cette tour que Dracula a aménagé un champ qu'on a appelé la forêt des empalés. On y a empalé quelques 30 000 victimes sur des poteaux. Certaines de ces victimes sont restées là pendant des semaines. Ce n'est pas une mort rapide, c'est une fin horrible. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour donner une leçon très convaincante. L'historien Raymond McNally croit que Vlad Dracula voulait ainsi mettre en garde de manière très vive le général turc Mohamed II, l'ennemi juré de Dracula. Alors lorsque le grand conquérant Mohamed II et son armée, qui était 3 fois plus nombreuse que celle de Dracula, sont arrivés à la forêt des Empalés, Mohamed a dit « Que peut-on contre un homme qui fait des choses aussi terribles ?» Et il a fait demi-tour avec son armée. Raymond McNally a bel et bien découvert un monstre. L'aristocrate de sang noble et officier militaire appelé Vlad Dracula. Mais ce Dracula était-il simplement un tueur impitoyable ou un vampire qui buvait le sang de ses victimes? On a découvert notamment que Dracula aimait dîner au milieu de ses victimes empalées. Pouvez-vous croire cela? La puanteur devait être insoutenable. Nous avons des gravures qui montrent tout cela. Enfin, il recueillait le sang de ses victimes, puis il prenait du pain, le trempait dans le sang et il l'avalait. Il était donc, aux yeux de tous, un vampire vivant. L'historien a désormais une vision du vampire qui ne cadre pas tout à fait avec celle des films contemporains. Je pense que Dracula a véritablement conquis l'immortalité grâce au cinéma. Et c'est Nosferatu, le classique allemand, qui constitue le meilleur film que l'on ait fait sur Dracula, à mon avis. Il a lancé la carrière de Dracula et l'a rendu immortel. En fait, le personnage de ce film correspond à l'image du vampire. Il ressemble aux vampires du folklore, émacié, laid, dégoûtant à l'extrême et très effrayant. Après tout, c'est un cadavre. C'est un cadavre qui marche après avoir passé quelque temps dans un cercueil, et c'est comme cela dans le folklore. Pour bien comprendre ce folklore, il faut tenir compte de la perception que la population avait de la mort au Moyen Âge. On présumait alors que la mort était apportée par les morts, et que lorsqu'une personne mourait, plusieurs autres allaient mourir, car la première personne morte apportait la mort aux autres. Ils exhumaient donc le cadavre du premier mort et l'examinaient pour vérifier s'il s'agissait d'un vampire. Et par exemple, ils constataient souvent que du sang perlait sur les lèvres du vampire. Ils en concluaient que s'il y avait du sang sur ses lèvres et que le cadavre était plus gros qu'avant, c'était parce qu'il avait bu le sang des vivants. La population de la Transylvanie croit encore passionnément aux vampires, même si la plupart de ces gens n'ont jamais vu un film sur Dracula ou lu le roman.
Je vais vous en donner un exemple. En voyage, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille dont le père était un vampire. Oui, elle s'appelait Tinka. Je lui ai demandé pourquoi elle disait que son père était un vampire. Elle a répondu qu'à sa mort, on l'a mis dans un cercueil. Mais 3 jours plus tard, le cadavre n'était pas rigide. La peau était encore souple. Les joues étaient rosées. Ce sont les indices du vampire dans cette région du monde. Le mort vivant. Elle m'a dit qu'elle a été incapable de faire ce qu'il fallait faire, parce qu'il s'agissait du cadavre de son père. Mais les villageois l'ont fait. Et cela correspond à ce qu'on voit dans les films d'horreur. Ils ont pris un pieu et l'ont enfoncé dans le cœur du cadavre. Pour l'empêcher de marcher, il faut l'enfoncer dans le cadavre, puis dans le sol, sous le corps. C'est cela qui l'épingle à la terre. Les légendes à propos des vampires ont fourni aux villageois terrifiés d'autres moyens de se protéger du mythe du mort-vivant. L'un de leurs remèdes découle de la conclusion qu'un mort inhumé depuis plusieurs jours devait dégager une odeur particulièrement déplaisante lorsqu'il revenait à la vie. On savait que les vampires dégageaient eux-mêmes une très forte odeur. Et comme le dit une ancienne expression latine, similia simile escuantur, le même remède contre les mêmes symptômes. Cette croyance a poussé les gens à croire que puisque le vampire dégageait une forte odeur, on pouvait l'éloigner en s'entourant de choses qui dégagent une forte odeur. On plaçait donc de l'ail dans les endroits où un vampire pouvait entrer. Par exemple, on suspendait de l'ail autour des fenêtres. Les objets pointus pouvaient aussi éloigner les vampires. On cachait donc un couteau sous son oreiller, ou on plaçait des roses aux ouvertures des tissus, en présumant que les épines des roses éloigneraient les vampires. Si la légende du vampire est aussi persistante, si elle a une telle emprise encore de nos jours, c'est peut-être justement parce qu'elle fait vibrer une corde sensible en chacun de nous. Les chercheurs croient maintenant qu'en plus de la dimension mythique et légendaire du vampire, certaines conditions peuvent pousser les gens à boire du sang humain. Si je parle de vampire dans le contexte moderne, il est évident que je ne fais pas allusion aux gens qui se transforment en chauve-souris. Du moins, je n'en ai jamais vu. Je parle plutôt de ces gens qui développent le goût de boire du sang humain. Il y a une évolution type de cette pathologie que l'on a appelée syndrome de Renfield, d'après le personnage psychotique du Dracula de Bram Stoker. Le premier stade survient généralement pendant l'enfance. À la suite d'un incident critique, l'enfant, garçon ou fille, mais plus souvent un garçon, découvre qu'il peut être excitant de boire du sang. Cela peut mener à un second stade que l'on appelle auto-vampirisme, où l'on se plaît à boire son propre sang. Il y a ensuite un troisième stade que l'on appelle zoophagie. Il s'agit de la consommation d'animaux non humains pour en boire le sang. Alors surveillez bien les chiens et les chats de votre quartier, car à ce stade, les vampires recherchent les animaux de compagnie. Le stade le plus avancé du syndrome de Renfield, c'est le vrai vampirisme où l'on boit le sang d'autres humains. Certaines personnes qui ont atteint ce stade s'infiltrent dans les banques de sang des hôpitaux pour y voler du sang entreposé. Ce stade du syndrome de Renfield peut mener au meurtre en série. Ces personnes prennent alors le sang d'autres humains contre leur gré.
Le cas contemporain le plus notoire d'un meurtrier en série qui était atteint du syndrome de Renfield ou de vampirisme clinique, selon toute vraisemblance, c'est l'affaire Haig. À la fin des années 1940, une étrange affaire criminelle a retenu l'attention des journaux britanniques. Les meurtres perpétrés par John George Haig, gentleman londonien aux manières raffinées, surnommé le vampire de Londres. Haig choisissait ses victimes parmi ses amis, des gens qui avaient toute confiance en lui. Il les attirait dans un entrepôt abandonné, aux limites de la ville. Ces gens croyaient qu'il leur faisait visiter son entreprise. Ils étaient loin de se douter qu'ils avaient plutôt rendez-vous avec la mort. Haig les tuait rapidement, généralement d'une décharge de fusil dans la nuque. Selon les rapports officiels, l'obsession de Haig pour le sang remontait à son enfance. Ses parents le battaient souvent, et un jour qu'on l'avait frappé à coups de brosse, quelques gouttes de sang ont perlé de sa peau meurtrie. Il a sucé le sang et en a aimé le goût. Comme dans un cas classique de syndrome de Renfield, son propre sang n'a pas suffi et Haig s'est mis à tuer pour s'approvisionner. En plus de prélever le sang de ses victimes, Haig s'emparait de leurs biens personnels. Il allait même jusqu'à imiter leur signature pour avoir accès à leurs biens. Haig a avoué avoir tué 9 personnes pendant une période de plusieurs années. Il a été jugé, condamné et exécuté en 1949. Mais il y a eu de nombreux autres cas, plus récents. New York, 1975. Une femme est arrêtée pour un meurtre horrible où l'assassin a siphonné le sang de sa victime. Californie, 1978. Richard Trenton Chase est condamné pour une série de meurtres et au moins un acte de vampirisme. Ces meurtres lui valent le surnom du tueur vampire. Massachusetts, 1980. Un jeune homme aux antécédents psychiatriques entend une voix qui lui dit de se servir de balles peintes couleur or pour tuer et recueillir le sang. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra devenir un vampire. Floride, 1985. Une jeune femme de 19 ans accepte de monter à bord de la voiture conduite par John Brennan Crutchley, un brillant ingénieur qui, après sa capture, va être surnommé le violeur vampire. Minnesota, 1988. Après avoir regardé un film récent sur les vampires, 3 adolescents décident de passer aux actes. Ils attaquent un itinérant de 30 ans qui ne parvient pas à se défendre. La fascination pour le sang, et même pour l'ingestion de sang, n'est pas l'apanage des cas psychiatriques. Je suis porté à croire que cela s'est pratiqué de tout temps, parce que je crois que nous sommes naturellement excités à la vue du sang. Pourquoi la circulation s'arrête-t-elle presque complètement lorsqu'il se produit un accident? Les conducteurs ralentissent pour voir s'il y a du sang. Cette propension pour le sang pourrait très bien être programmée chez les humains, car dans les contextes qui ont marqué l'évolution de l'espèce humaine, la vue du sang répandu indique un danger, la présence d'une menace. L'une des caractéristiques de notre espèce, c'est que nous pouvons convertir une excitation physiologique en un autre genre d'excitation. Par exemple, lorsque nous regardons un film d'horreur, nous nous mettons délibérément dans un contexte où l'on voit des monstres et souvent beaucoup de sang. Nous sommes excités par un stimulus de peur qui déclenche ces interrupteurs naturels qui sont en nous. Une autre partie de notre esprit est évidemment consciente que nous sommes dans un cinéma, en sûreté. Nous pouvons donc convertir l'excitation de la peur en une autre excitation qui nous permet de passer un moment agréable au cinéma.
Je crois que, même s'il est rassurant de nous distancer du vampirisme, ce n'est peut-être pas tout à fait honnête. Je crois qu'il y a potentiellement un vampire en chacun de nous. Les légendes se nourrissent souvent du mystère qui entoure un fait pourtant bien réel. Elles constituent à la fois un refuge et un bouclier contre nos propres peurs. Un bouclier qui se transforme parfois en obstacle, qui nous freine dans notre exploration de l'univers inconnu et de ses vrais mystères.